Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des villes et des hommes, une émission proposée par Eiffage. Pour ce numéro, on va parler d'un sujet très particulier, vous allez voir, un peu technique, l'automatisation à visage humain, automatisation des processus, un levier pour revaloriser les missions des collaborateurs. Alors tout ça fait un peu technique, mais ne vous en faites pas, on va décrypter les ERP, la MOA, les CSP, voilà, c'est des acronymes qu'on va voir avec nos invités. Plus sérieusement, on va parler bien sûr d'automatisation, dans une entreprise, à quoi ça sert, comment on peut faire des progrès de productivité, améliorer la performance. On va parler également robotisation, vous verrez des robots un petit peu spéciaux, mais toujours en juxtaposition avec l'humain qui reste au cœur des métiers et même au cœur de l'insertion. On va voir tout ça avec nos invités en plateau. On est ravis d'accueillir Jean-Philippe Faure. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général d'EGS pour Eiffage Global Service. Vous êtes également directeur de la transformation du groupe. Un petit mot justement de cette noble fonction, parce que vous pilotez quand même un gros bateau. J'ai l'immense chance de piloter un gros bateau qui permet la transformation des fonctions finance et RH pour le groupe Eiffage. Alors on va voir ça dans le détail. À vos côtés, Christophe Radpont. Bonjour Christophe. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur du conseil chez Grant Thornton et vous avez participé à la mission robot. Exactement, ça fait plusieurs années qu'on accompagne Eiffage dans la mise en place des robots pour optimiser l'ensemble des fonctions, mais on aura l'occasion d'en reparler. Avec nous en plateau également Jean-Louis Rib. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société DSI qui aide à l'intégration de personnes en situation de handicap. Et ça fait plusieurs années que ça dure maintenant. Oui. Alors DSI, c'est quoi ? C'est une entreprise adaptée. Donc on est là pour créer de l'emploi pour les personnes très éloignées qui sont porteurs de handicap vers des métiers durables et qualifiants. Donc c'est ce qu'on essaie de faire et en particulier chez Eiffage. Et on entend à votre accent que c'est pas dans les Hauts-de-France. C'est juste après, un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas vers Toulouse. Voilà. Antoine Balanguet est également avec nous. Il est directeur de la MOA et transformation digitale finance chez Eiffage. Bonjour Antoine. Bonjour. MOA, bien sûr, maîtrise assistance d'ouvrage. J'ai la mission de piloter la transformation du SI Finance d'Eiffage. Alors une petite règle, messieurs, qu'on va s'imposer. On a des messieurs, mais on aura des dames dans la troisième et quatrième partie. C'est de décrypter les acronymes parce qu'on va le voir, il y en a beaucoup dans vos fonctions. Et donc, on va essayer de systématiquement expliquer à nos auditeurs exactement ce qu'on fait. Voilà, tout de suite, je vous propose de dévoiler le sujet du jour. Des villes et des hommes, le sujet du jour. ERP, tiens, encore un acronyme qui revient souvent, qui, au-delà de pouvoir être un établissement recevant du public, en tout cas c'est comme ça qu'on l'entend souvent sur Radio Imo, comme les écoles, les salles de spectacle, les restaurants, eh bien pour les professionnels que vous êtes, c'est plutôt Enterprise Resource Planning, ou plus compréhensible en français, la planification des ressources de l'entreprise. La finalité, c'est faciliter, simplifier le pilotage de l'entreprise, et sa particularité, c'est d'embarquer dans un même logiciel, une seule base de données, les fonctionnalités nécessaires à la gestion de l'ensemble des activités de l'entreprise, gestion comptable, gestion commerciale, gestion des stocks. Bref, ce fameux ERP, il est un petit peu la colonne vertébrale de l'entreprise. Et on va voir comment, chez vous, il s'est révolutionné, en tout cas réinventé. On va voir ça dans cette première partie avec vous. Optimisation et standardisation des processus chez Eiffage. De quoi parle-t-on ? C'est tout de suite. Des villes et des hommes, le débat, première partie. Vous qui êtes le champion de la digitalisation du groupe, Jean-Philippe Faure, on va démarrer avec ce plan stratégique du groupe Eiffage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça nous remonte un petit peu quelques temps en arrière, vers 2008. C'est là l'année de la décision, en tout cas, peut-être pas du Big Bang, mais d'une refonte de ces outils. Oui, je pense que tout a commencé en 2008. À l'époque, on avait plusieurs systèmes qui cohabitaient avec nos différentes branches travaux, la construction, l'énergie et la branche infrastructure. Et il a été décidé de converger sur un seul et même système. Alors forcément, c'est toujours des opérations longues, pénibles certaines fois. Et le but, c'est d'arriver le plus vite possible à cet outil unique parce que là, après, on a un effet de levier qui est considérable pour transformer l'entreprise, pour travailler sur l'optimisation des processus, rendre la vie à la fois des comptables, mais aussi des opérationnels beaucoup plus agréables d'un point de vue process, travailler autour des référentiels. Bref, partager un langage commun.
Il faut dire, Antoine Ballonguien, vous qui êtes directeur MOE et transformation digitale finance, qu'à l'époque, on a une situation en 2000 très hétérogène. Expliquez-nous et donnez-nous aussi des chiffres pour qu'on mesure un petit peu dans les différents métiers combien il y a de systèmes qui coexistent en fait. Alors Eiffage, c'est un acteur majeur du BTP en Europe au sens large. Et donc nos filiales interviennent dans de multiples activités. Promotion immobilière, construction, génie civil, route, le métal, le génie climatique ou électrique. Donc c'est des métiers très différents. C'est une grande richesse, mais c'est aussi une source de complexité quand on parle de systèmes d'information. Et historiquement, ces grands métiers avaient leurs propres outils. Et donc en 2008, quand le projet est lancé, la promesse c'est de rassembler tous ces métiers dans un outil unique, avoir des référentiels communs pour parler le même langage. Oui. Donc les référentiels, c'est les valeurs qu'on utilise pour un fournisseur, pour un client. Et donc quand on utilise les mêmes langages, on peut enfin faire des phrases finalement. Et les phrases, c'est les processus. Qui sont connus par tout le monde. Exactement, et tout le monde parle le même langage. Juste pour bien comprendre, ça veut dire que les différents métiers, là, les 8 ont chacun leur division, chacun leur langage, chacun leur système différent. On est organisé par branche, donc c'était un système par branche. Plutôt, voilà. D'accord, donc une situation de départ très hétérogène. Finalement, il y a 8 divisions, 8 progiciels, et il faut tout converger, tout faire converger en un seul. Ouais, tout faire converger sur un. Donc ça, c'est la première étape de ce grand programme. 2013, donc on a terminé entre 2008 et 2013, on a réussi à faire tout ce projet et à tout basculer, toutes les BU, donc les business units, donc les sociétés en France, sur ce nouvel ERP. Et là, c'est notre vrai deuxième point de départ. Alors, donc, premier, c'est convergence, et deuxième, c'est l'effet de levier. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où on a un ERP unique ? Forcément, on peut lancer le programme de transformation et digitalisation du groupe, parce que, et ça, c'est une conviction qu'on a très forte chez nous. On en a d'autres. On verra tout à l'heure sur d'autres points. Mais notre conviction, c'est un ERP, parce que finalement, avoir un ERP à gérer, c'est beaucoup plus simple que d'en avoir 10, parce qu'on a un langage commun. Ça facilite les mutations intra-groupes. On parle tous le même langage, et c'est un outil de différenciation vis-à-vis de nos concurrents qui est sans commune mesure. À cette époque-là, Christophe, c'est là où vous intervenez avec Grant Thornton ou pas encore ? Un peu plus tard. Donc on va le voir. On reste sur la fonction finance, là, le RP finance. Tout le processus du coup a été revu. Il faut modéliser l'ensemble des flux de commandes. Et il y a plusieurs centaines d'entités FH qui sont concernées à ce moment-là. Voilà, on a parlé des métiers et des filiales. Les filiales, il y en a 800 différentes qui utilisent le RP. C'est comme si 800 PME utilisaient le même outil, et donc c'est tout à fait le cas. C'est 16 000 utilisateurs qui créent 150 000 commandes par mois, par exemple. On paye des factures fournisseurs, on en paye 2 500 000 tous les ans. Donc c'est vraiment une grosse machine qui est capable de gérer des volumes très importants. Bon, vous ne faites pas que payer, il y a aussi des rentrées d'argent, on le dit. 5 000 commandes par jour, record en mars 2022. Vous êtes passé justement à 155 000, c'est énorme. 240 000 clients, 60 000 factures en 2021. Ça, c'est ce qui a permis maintenant le fait d'avoir mutualisé ces outils. Vous décidez d'aller un petit peu plus loin, puisque cette ERP, finalement, c'est les prémices d'une organisation en ce que vous appelez le CSP. Rien à voir avec la catégorie socio-professionnelle. C'est les centres de services partagés. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Alors, à quoi ça sert ? Donc, aujourd'hui, on a notre ERP, on est en 2013. Je dis aujourd'hui, on est en 2013. On a notre ERP est là. On a lancé le programme de transformation et digitalisation des processus financiers. Et après, on s'est dit comment on peut en fait rentabiliser notre investissement. Et donc, on décide sur les fonctions back-office, d'aller sur des centres de services partagés. Oui. Et donc, pour ce qu'expliquait Antoine, sur toutes nos différentes branches, tous nos BU, en fait, on faisait de la comptabilité sur 317 sites géographiques différents en France. On passe de 317 à 4. Donc, on va professionnaliser le métier de comptable. Donc, on va leur donner de la valeur. Avant, très souvent, les comptables, le matin, ils faisaient une activité. L'après-midi, ils en faisaient une deuxième et le soir, une troisième. Et là, on va en faire des professionnels. C'est des gens qui ont des diplômes de comptabilité, qui ont une expertise qu'ils n'avaient peu l'occasion de démontrer, parce que finalement, ils faisaient plein de tâches différentes. Ils faisaient aussi beaucoup de saisies, peut-être des choses très chronophages, mais très répétitives, à faible valeur ajoutée. C'est pas leur faire offense, c'est que les process étaient tels que, ils pouvaient pas finalement s'exprimer. Là, vous leur donnez les moyens finalement d'ajouter de la matière dans leur métier de tous les jours. Tout à fait, Fabrice. En fait, ce qu'on s'est rendu compte au départ, c'est que en fait, comme on avait plusieurs ERP, on ne pouvait pas robotiser. En fait, il n'y avait pas du tout la capacité de le faire. On n'avait pas l'opportunité de le faire. Et là, quand on crée les CSP aussi, on parlait des convictions tout à l'heure. Notre conviction, c'est qu'on va faire des CSP en France.
Voilà. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on dépend beaucoup de la commande publique, quand on fait des grands chantiers en France, quand on fait le Grand Paris aujourd'hui, le Grand Paris c'est en France, et donc on s'est dit on ne va surtout pas aller faire un CSP dans un pays à bas coût. C'est possible d'avoir un CSP en France, c'est possible d'être compétitif si et seulement si on fait appel à de la technologie. Et là, je me suis tourné vers Christophe, et on a eu une très belle aventure ensemble sur la mise en place des robots au sein d'Eiffage. On cite les 4 sites aujourd'hui disponibles, donc c'est Neuilly-sur-Marne, Lille, Nantes et Lyon, contre, vous l'avez dit, plus de 300 en 2015. Au niveau des effectifs, du coup, est-ce que ça a bougé également ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le CSP a cru année après année, parce qu'il nous a fallu 4 ans pour tout transférer, et comme Eiffage connaît une croissance importante, on a pu reclasser tous les effectifs qui étaient dans nos différents sites avant. Donc on n'a eu aucun impact social, aucune casse sociale, et qu'on avait fait les informations consultations, on a eu des avis favorables de tous les CSE de France. Donc là aussi, ça prouve bien qu'on est une entreprise très particulière. Voilà, et progression évidemment, de l'intérêt aussi de son métier pour ces gens évidemment qui sont diplômés. Vous l'avez dit, vous êtes passé par de la robotisation, on va en parler dans un instant. Un seul chiffre. Auparavant, il fallait 2 jours pour créer un compte fournisseur. Vous êtes passé à 1 heure. Comment s'est passée l'intégration de la robotisation ? C'est tout de suite dans Des villes et des hommes. Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie. L'intégration de la robotisation, pour nous en parler, Christophe Radepont. Alors là, vous avez participé donc en tant que directeur du conseil chez Grant Thornton sur la mission robot, une mission donc de robotisation pour les entreprises. Comment s'est passée justement cette rencontre avec Eiffage ? Est-ce que vous étiez déjà à l'époque en pointe sur ces missions de robotisation ? Alors, c'était une rencontre en fait avec Eiffage, puisqu'à cette époque, il y a maintenant 6 ans, quand on a lancé la robotique chez Grant Thornton, on travaillait, on se connaissait déjà avec Jean-Philippe, et on avait eu l'occasion de travailler sur d'autres sujets, en l'occurrence la mise en place du centre de services partagés. Donc quand c'était un mouvement qui arrivait un petit peu en France, la robotique, je vais expliquer après ce qu'est la robotique quand même, pour m'assurer que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Ah, parce que moi, vous m'en parlez, là je vois des petits robots partout. Exactement. Qui se baladent dans Eiffage, c'est pas du tout ça. Des petits comptables robots, alors c'est pas du tout ça, donc je vais le faire maintenant en fait. Quand on parle de robotique dans des processus administratifs, ce sont ni plus ni moins des logiciels que l'on installe dans les environnements technologiques et qui, en se connectant aux différents applicatifs, les ERP, la messagerie, Excel, Word, l'ensemble du paysage applicatif du travailleur sur son ordinateur, va se connecter et effectuer des opérations. Donc il va reproduire quasiment de façon identique toutes les tâches d'un opérateur comptable. Donc la robotique aujourd'hui, ça se déploie énormément dans ce type d'organisation CSP, Centre de services partagés, pour justement permettre de reproduire des tâches répétitives, chronophages, qui étaient avant assurées par des opérateurs, qui apportent peu de valeur et qu'on pouvait remplacer par des robots. Et tout l'intérêt, alors, et à la fois la difficulté, c'est le contrat qu'on a passé avec Jean-Philippe, c'était de dire, OK, on va installer de la robotique dans nos CSP, mais il faut répondre à 3 problèmes. Le premier, enfin, 3 contraintes. Le premier, c'était, il faut apporter de l'innovation. Donc, il faut que c'est quelque chose, il faut que ça soit perçu comme de l'innovation digitale au sein d'Eiffage. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ça génère des gains de productivité, puisque l'objectif, c'est quand même de permettre que ce centre de services partagés puisse générer de la productivité pour absorber des tâches additionnelles. Et enfin, le troisième point, c'était de préserver l'humain. Donc, on a eu beaucoup d'activités de conduite du changement pour faire comprendre à l'ensemble de la population de ces centres de services partagés comment l'innovation technologique allait leur permettre de se focaliser sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc tout l'enjeu était là. On comprend qu'à travers votre discours que l'humain reste quand même essentiel, au moins pour la supervision, et aussi il faut, parce que ça peut inquiéter, on se dit tout à coup, tiens, on va mettre des robots partout, il n'y a pas eu de casse sociale, mais à l'époque, personne ne le savait, j'imagine qu'il y a eu peut-être des réticences. Jean-Philippe. Oui, je m'en souviens bien. Donc j'ai rencontré Christophe et il me dit, j'ai une super idée, il faut mettre les robots en place. Voilà. Et on décide de le faire parce que Christophe le fait pour lui déjà, et donc ça me semblait important d'apporter de la technologie, de l'innovation. Et on est très transparent avec les équipes, donc on va travailler, les équipes de Christophe vont travailler avec les équipes du CSP pour trouver, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On a la technologie, on a des consultants qui nous accompagnent, et donc ce sont les comptables, au début, ils sont pas super enthousiastes. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a encore comme idée à trouver, etc. Et avec Jean-Louis, ça va être à peu près pareil, il y aura la même histoire tout à l'heure. Et c'est intéressant de faire le parallèle. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait un POC, donc un Proof of Concept. Donc, on va démontrer que finalement, ça peut fonctionner.
Ouais, c'est un test grandeur nature, mais à petite échelle. Ouais, exactement. Et on fait ce POC avec les comptables, et c'est eux qui vont définir quelles sont les tâches chronophages, répétitives et rébarbatives qu'ils souhaitent ne plus jamais faire. Et quand vous allez voir quelqu'un dit « qu'est-ce que tu rêves de ne plus jamais faire ?» ça les interpelle. Et donc, on a trouvé des processus, et notre POC est positif. Et validé. Et là, c'est là la grande surprise. Les comptables reviennent me voir en me disant « voilà, Jean-Philippe, on aimerait continuer la mission. » En fait, l'adoption, elle est là. L'adoption, elle s'est faite. Donc, on n'a rien imposé. On a offert une opportunité. Ça aurait pu marcher, ça aurait pu ne pas marcher. Ça a marché. Ça a été un très, très grand succès, parce qu'on va en parler dans quelques minutes avec l'équipe d'Antoine, mais ça s'est passé comme ça, en fait. Oui, je donne juste deux exemples pour bien constituer qu'est-ce que ça fait ce robot. Donc voilà, rien à voir avec les robots humanoïdes. C'est par exemple la capacité de reconnaissance des caractères. On peut se dire que quand on a les comptables, on a beaucoup de choses à repérer. Ça peut être pas mal. Ça peut être également intéressant pour la réception d'emails. Email à traiter peut être classé automatiquement. Donc comparable à de l'intelligence artificielle. C'est pas exactement ça. On va voir ça avec vous, Christophe, dans un instant. Antoine, le développement donc, de ces robots en interne, de ces robots utilisés par Eiffage, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur les bénéfices obtenus à court terme ? À court terme, c'est la simplicité de déploiement d'un robot déjà. Quand on a un besoin, quand le comptable émet le besoin de ne plus faire cette tâche, il vient nous voir, on développe le robot, ça prend quelques heures, quelques jours si c'est assez compliqué, mais ça va très vite, donc on a un time to market excellent. Et ça coûte peu cher à mettre en œuvre. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, on peut paralléliser les robots. Donc, un robot fait une seule tâche, mais si la tâche, elle doit s'appliquer à 100 000 factures, on pourrait mettre 100 000 robots en parallèle pour que ça soit fait en une seconde. Bon, on n'a pas la capacité, mais on met une centaine de robots, et finalement, on arrive à traiter des forts volumes dans des temps records qu'on ne pourrait pas faire avec des comptables. Combien de robots actifs aujourd'hui je ne sais pas si c'est des robots ou du coup des processus automatisés. Justement, on a des processus, on a plus de 50 processus automatisés. Et après, si on devait faire fonctionner ces 50 processus avec le nombre de robots de chaque processus, on aurait 200 robots qui tourneraient en parallèle aujourd'hui. D'accord. Donc on a vu dans un premier temps, effectivement, regrouper tout sous un même outil, un même logiciel, et ensuite l'améliorer, l'optimiser pour que ça soit encore plus fluide finalement pour les agents, pour les utilisateurs. L'intelligence artificielle, c'est un peu un buzzword, Christophe. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle dans cette robotisation ou pas du tout ? En fait, on est sur les prémices de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le robot est le niveau 0 de l'évolution de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le robot, il va juste se contenter de répéter des tâches qu'on a programmées à exécuter. L'intelligence artificielle, on a un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'on va programmer, on va permettre en fait une forme d'analyse de données. Donc on va nourrir le programme avec un certain nombre de données pour éventuellement faire des propositions que l'on va ensuite donner à un robot pour qu'il exécute. Donc c'est le robot, c'est les bras, l'intelligence artificielle, c'est la tête. Donc c'est vraiment une complémentarité de technologie. Et en général, on démarre par la robotique, et après, quand on commence à être mature sur des niveaux de robotisation, on y ajoute de l'intelligence artificielle. Le sujet le plus connu qu'on entend, qu'on évoque, c'est le machine learning. C'est-à-dire qu'on donne de la donnée à un système d'information, il avale et il analyse cette donnée, et ça lui permet de prendre des décisions qui pourraient communiquer à un programme de robotique pour exécuter une tâche. D'accord. Mais il faut quand même programmer cette intelligence, elle n'est pas complètement autonome encore. Bon, on n'est pas encore dans des films de science-fiction. Elle ne l'est pas, et puis elle est très sensible, parce qu'effectivement, si elle arrive sur un cas qui n'est pas prévu, ça bug. Le robot il bug. Exactement. D'où l'intelligence artificielle qui serait capable d'apprendre au fur et à mesure et de plus s'arrêter en fonction de... Alors, ce que je vous propose, c'est justement de voir des témoignages des utilisateurs, parce qu'on a les créateurs, ceux qui ont pensé la machine, mais du côté des utilisatrices, comment ça se passe ? On va voir tout de suite le témoignage de Shanina Owaldar et Maude Roucoulet. On se retrouve juste après. La RPA est un robot logiciel qui fait toutes les actions que peut faire l'humain avec une souris et un clavier. Il doit être vu comme un outil d'accompagnement pour augmenter l'efficacité et la productivité. Cela permet aux collaborateurs de se détacher des tâches chronophages, répétitives et sans valeur ajoutée. Ils peuvent ainsi se consacrer à des tâches de contrôle et d'analyse et évoluer vers des postes plus importants. Chez Eiffage, nous avons notre propre équipe en interne. Nous avons aujourd'hui une ferme de 200 robots qui traitent mensuellement 50 processus. Nos principaux clients internes sont les achats, la fiscalité, la DSI et bien évidemment nos CSP de paye et de comptabilité. La création d'un fournisseur est une succession de tâches lassantes.
nous en créons tout de même plus de 10 000 par an. Avec la RPA, nous avons automatisé ce processus et les avantages sont nombreux. Alors, premier avantage, nous passons de 2 jours de traitement à moins d'1 heure et les robots nous offrent un service constant et une qualité de traitement homogène de 22 heures par jour. Finalement, la RPA nous a permis de faire évoluer nos collaborateurs sur des postes plus intéressants et de mieux servir l'opérationnel. Voilà les témoignages de Shalina Oualdar et Maude Roucoulet qui ont l'air plutôt contentes. Alors vous m'avez appris, Jean-Philippe, que Shalina, c'est la fermière ? C'est la fermière, oui. Parce qu'on parle de ferme de robots. Exactement, c'est la terminologie consacrée. Donc Shalina, quand elle se présente, elle dit « je suis la fermière ». Donc chez Eiffage, en interne, on comprend ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir quelqu'un qui est dans la maîtrise d'ouvrage et qui est fermier, mais c'est pourtant vrai. Ça existe. Après, qu'est-ce qu'on en voit aussi ? C'était noté dans le sujet, 22 heures par jour, 6 jours par semaine. Bah oui, ça tourne finalement, c'est automatisé. On a pu mesurer les gains justement de productivité. Qu'est-ce que ça donne, voilà, sur le long terme ? Parce qu'on imagine que c'est incrémental, que plus on en a finalement, plus on a envie d'en faire. Plus on en a, plus on a envie d'en faire. Alors, il y a un deuxième stade, c'est quand on peut aussi faire le développement spécifique dans l'ERP. Finalement, quand c'est uniquement le robot traite que des tâches qui concernent Opéris, notre ERP financier, et autrement, il n'y a pas de limite en fait. On n'a pas de limite. Dès qu'un processus est répétitif, chronophage, sans valeur ajoutée, on peut l'automatiser. Et c'est une très bonne chose. Et je pense que quand on voit les deux témoignages qui sont intéressants, moi j'en ai cette intime conviction que le robot, c'est le meilleur ami du comptable. Parce que le robot permet au comptable de se concentrer sur son expertise et très souvent, il n'a pas le temps de traiter des dossiers à valeur ajoutée et là, il a enfin le temps, il est libéré de ces éléments chronophages. Ouais, par exemple, 20% des factures comptabilisées automatiquement, soit 500 000 factures et bien sûr, sans erreur d'écart. Ça, c'est quand même super, c'est le Graal pour le comptable. Juste une question, tiens, Antoine. Quand on a cette optimisation qui est faite en permanence par les robots, est-ce qu'on n'a pas un risque de vouloir aller toujours plus loin et de voir un petit peu des améliorations partout, mais qui pourraient ne pas en être finalement ? Alors, nous, on répond à des besoins qu'émet le métier. Donc, généralement le besoin est bien là. Oui. Donc effectivement, ça permet de gagner en productivité, ça permet aussi d'aller adresser des choses qu'on n'aurait peut-être jamais pu adresser s'il avait fallu le faire avec des hommes, tellement ça aurait coûté cher. Donc non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut être attentif, évidemment. Ouais. Ça pourrait être des demandes qui vont à l'encontre des processus qu'on a voulu mettre en place. Donc là, effectivement, la réponse est non. Donc il y a un comité d'arbitrage et on dit ça on accepte de le faire, ça on n'accepte pas de le faire parce que ça va à l'encontre de notre volonté. Ouais, et puis ça vient toujours finalement des hommes et des femmes qui travaillent, donc des vrais besoins qu'ils ont. Donc c'est pas un délire d'ingénieur qui veut tout le temps améliorer des applis ou des features comme on dit qui serviraient à rien. Là ça sert vraiment et c'est utile au jour le jour. Vous avez d'ailleurs été reconnu avec le Digital Finance Award, c'était cette année 2022. Oui, en fait c'est Antoine, donc Digital Finance. Antoine. C'est une cérémonie importante pour tous les financiers et tous ceux qui font la transformation digitale en général. Et il y a plusieurs catégories. Et donc, Antoine a été primé numéro 1 avec une démonstration extraordinaire dans une salle qui était pleine à craquer sur la partie efficience et automatisation. Je pense, Antoine, tu pourras peut-être expliquer en 2 minutes le processus qui a été primé parce qu'il est extrêmement complexe. Donc, je disais tout à l'heure qu'on payait 2 500 000 factures fournisseurs tous les ans. Et donc, il faut les contrôler. C'est quand même un processus très sensible. Et donc, à chaque fois qu'on lance une campagne de règlement, donc on s'apprête à payer nos fournisseurs, il y a 50 000 factures à contrôler. Donc, avant, c'était énormément de monde. C'était par sondage, en utilisant des règles qui avaient été définies. Et depuis les robots, on met 60 robots qui travaillent en parallèle. Et en 2 heures, ils contrôlent les 50 000 factures et ressortent les factures qui sont à risque. Et donc, le comptable ne s'intéresse qu'à ces factures. Et donc, on le positionne bien sur la tâche à valeur ajoutée. Ce qu'il faut dire, le travail du robot, c'est de lutter contre la fraude. Parce que forcément, tous les jours, on reçoit des fausses lettres pour dire voilà, j'ai changé de RIB, etc. Et c'est un risque majeur aujourd'hui. C'est vrai que le phishing, c'est pas que pour les particuliers, les entreprises y sont soumises également avec l'État ou d'autres comptables. Il faut bien sûr vérifier tout cela. Et donc, une entreprise peut changer de RIB, parce qu'elle change de banque, etc. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Et donc, le but, c'est de protéger les finances de l'entreprise. Et donc, on est le dernier rempart, parce qu'une fois qu'on a payé, c'est trop tard. Et donc, le but des robots, c'est nous assurer, on a aussi une garantie sur les paiements, on a 90% de nos paiements qui sont garantis, sur lesquels on a une assurance. Qu'on fait ces étapes-là, et ça permet de protéger l'intérêt de l'entreprise. Et comme on est chez Eiffage, 80% des salariés sont actionnaires, on protège nos salariés
par la même occasion. Christophe, la mission est terminée, la mission robot est accomplie ou elle se perdure ? On a quasiment terminé puisqu'en fait on a eu une deuxième phase après avoir mis en place tous ces robots. Et pour répondre à votre question tout à l'heure Fabrice, en moyenne on observe sur la mise en place de solutions de robotique entre 15 et 35% de gains de productivité. Donc pour Eiffage, en fait, les gains se sont trouvés à peu près au-dessus de ça. Mais en moyenne, on observe entre 15 et 35% de gains de productivité sur une organisation grâce à la mise en place des robots. On a eu un tel essor de la robotique chez Eiffage qu'à un moment, en fait, il y a eu un choix stratégique et fortement conseillé par nous de réinternaliser les robots au sein d'Eiffage, puisque quand il y a suffisamment de robots, il devient pertinent de monter en compétence sur le sujet pour internaliser la compétence, la technologie, de façon à ce que Eiffage puisse être complètement maître de sa technologie. Donc après 3-4 ans de services communs, en fait, on a transféré la technologie, les compétences. Eiffage a recruté des personnes, que vous avez pu voir dans le reportage tout à l'heure. Et donc là, on arrive à la fin de la mission et Eiffage peut continuer son processus de robotisation sans nous. Voilà, et ça continue, ça va bien sûr se prolonger pour toujours plus d'amélioration. On a noté productivité, mais aussi garder les gens dans leur emploi. Et bien sûr, en France, ça évite aussi les délocalisations. Et on sait que c'est important en ce moment. Antoine Balanguin, merci et bravo donc pour cette Award Digital Finance. Je rappelle que vous êtes directeur MOA et transformation digitale finance Eiffage. Je pense que la mission, là aussi, est accomplie. Tout de suite, on continue. On a beaucoup parlé technique et l'humain dans tout ça, c'est l'objet de notre troisième partie. Des villes et des hommes, le débat, troisième partie. Cette troisième partie du débat de ce numéro spécial automatisation des process chez Eiffage, on va parler bien sûr de l'humain. On est ravis d'accueillir sur le plateau Pauline Holly. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes responsable RH, responsable ressources humaines chez Eiffage Global Services. Bienvenue à vous. L'humain, bien sûr, c'est important. Alors on a une transition intéressante parce qu'on a beaucoup parlé de technique, même de robots. On a vu que les robots ne remplaçaient pas les humains, au contraire qu'ils amélioraient leur travail. Un petit retour d'expérience du point de vue de la RH sur ces transformations qui sont intervenues chez Eiffage. Alors effectivement, Jean-Philippe nous a indiqué que le CSP datait de 2016. Ils étaient 4, c'est ça, ou 6 au démarrage. Oui. On est aujourd'hui 400, donc on a un grand bateau, pour reprendre l'image du début. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de collaborateurs satisfaits de se délester des tâches à faible valeur ajoutée au quotidien et pouvoir se concentrer sur des choses plus intéressantes. Pour vous, le travail se transforme aussi, parce que du coup, c'est des nouveaux profils ou des nouvelles attentes des collaborateurs qui apparaissent? Effectivement, c'est des postes qui évoluent un peu partout dans les entreprises. Donc des fiches de poste, comme on entend un peu partout, à remettre à jour, remettre au goût du jour. Mais c'est que du positif. La fermière, c'est une nouvelle fiche de poste ou c'est Oui, je pense qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas de fermière dans nos entités. Alors on va parler de quelque chose qui tient vraiment à cœur chez Eiffage, c'est l'intégration des personnes en situation de handicap. Vous aviez une volonté forte justement d'intégrer ces personnes en situation de handicap et justement, alors c'est contre-intuitif, mais la robotisation vous a permis de faire ça. Effectivement, donc on va peut-être rentrer plus après dans des précisions, ce qu'on a fait avec Jean-Louis depuis quelques mois, mais on intégrait des personnes en situation de handicap depuis le départ, plutôt par hasard. Voilà, on découvrait que les personnes étaient en situation de handicap quand elles arrivaient chez nous, et on a voulu capter des profils plus éloignés de l'emploi, et donc du coup qu'on n'aurait pas trouvé facilement et tout seul sur le marché du travail. Et pour ces personnes qui sont plus éloignées d'emploi, il y a une montée en compétences qui est un petit peu plus longue. On a besoin d'experts à nos côtés. Et la robotisation permet de faciliter leur travail au quotidien et donc à les aider à monter en compétences plus rapidement. Alors ça tombe bien, on a à cette table un spécialiste justement de l'intégration de ces personnes. Jean-Louis Ripp, vous êtes le patron de DSI. Alors vous avez brièvement rappelé ce que faisait DSI. Là, on veut rentrer dans le cœur du sujet. Comment justement vous intégrez ces personnes? Et puis racontez-nous aussi cette histoire. Comment on devient patron comme ça d'une entreprise qui solidaire, qui aide l'ensemble de ces gens? Comment on y vient? Moi, je sors du milieu de l'industrie. Oui. Donc, j'étais un prestataire de service dans le monde intellectuel.
Et j'ai croisé dans ma vie professionnelle, j'avais à peu près 35 ans, le besoin, la loi de 87, bon, c'est un peu long tout ça, mais on se rend compte qu'on a l'obligation d'intégrer 6% de personnes handicapées dans nos effectifs pour les entreprises de plus de 20 salariés, donc ça touche une très grande majorité d'entreprises en France. Et là, tout le monde est démuni parce que intégrer la personne handicapée, alors que on n'est pas handicapé, on s'aperçoit de suite que ça pose une barrière forte, mais en réalité, lorsqu'on dépasse cette barrière, on voit qu'il y a des compétences et des aptitudes, et donc il faut de l'accompagnement pour arriver à un résultat. Oui, c'est vrai que souvent on a des vocations qui se créent pour les chefs d'entreprise parce qu'il y a une personne, un enfant, un parent qui est handicapé lui-même, ou que soi-même on est handicapé. C'était pas forcément votre cas, mais vous vous êtes dit, il y a vraiment un sujet, il faut qu'on avance là-dessus. Oui, alors moi je ne suis pas touché de près de loin par le handicap, mais quand on le fréquente, on a forcément une forte sensibilité qui se met en place, et donc on se dit, on a des compétences, est-ce qu'on peut les mettre à disposition pour ces gens-là? Et après c'est une aventure tout à fait formidable, parce que si je suis aujourd'hui ici avec vous, c'est grâce à ça d'ailleurs. Alors c'est pas grâce au handicap, mais c'est pas grâce à ce qui se fait, et de fait à permettre à des gens qui sont chez nous, qui sont chez vous, qui sont chez Eiffage, à prendre la parole, parce qu'aujourd'hui ces gens qui sont un peu absents du paysage. Et nous, cette chance-là, c'est de pouvoir leur donner un visage, une parole. Jean-Philippe, pour vous, c'était important justement d'avoir c'était quoi un besoin? C'était respecter la règle au début? Les 6%? Pas respecter la règle. J'ai toujours dit qu'une entreprise était différente si elle était inclusive. Je pense qu'une entreprise, en France, on doit être citoyen, et on doit tendre la main sur l'autre. Et on y gagne énormément. C'est une aventure humaine qu'on a vécue ensemble. Là aussi, il a fallu faire face au scepticisme. Ouais. Mais après, c'est d'une réussite qui est extraordinaire. Et je pense que c'est une véritable richesse pour les entreprises qui vont franchir le pas de dire, allez, osons. Parce que je pense qu'il faut oser. Et si on ose, eh ben là, on repousse nos limites. Alors justement, on va écouter le témoignage de Razika Damani. Elle est comptable fournisseur Eiffage sur le site de Lezen. On l'écoute tout de suite justement, comment elle a vécu cette intégration, comment ça s'est passé et ce qu'elle en retire aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, mon intégration s'est faite en plusieurs étapes. Je suis intégrée Eiffage avec la société qui est DSI, qui est une entreprise adaptée en fait pour les personnes à RQTH, en situation de handicap. Est-ce qu'il y a eu des adaptations sur votre poste de travail? Oui, bien sûr. Oui, il y a eu avec la médecine du travail, bien sûr. Oui, il y a eu le siège ergonomique, il y a eu le renfort Lambert, il y a eu le marchepied, il y a eu je savais pas que ça existait, qu'on appelle ça, les souris ergonomiques, on m'a vachement bien équipé pour que le travail se passe bien, quoi. Quel a été le regard de vos collègues dès le premier jour? Un regard inquiet. Un regard inquiet, puisque l'handicap fait peur, malheureusement, de nos jours. Parce que voilà, quand on dit handicap, est-ce qu'on va savoir gérer un handicap? Est-ce que après c'est normal, après c'est l'inconnu, etc. Donc est-ce qu'on va savoir s'adapter? Parce que voilà, on ne sait pas quel handicap. On dit oui, RQTH. Est-ce que psychologiquement, psychologiquement, est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais savoir gérer? Est-ce que je vais savoir comprendre, etc. Mais voilà, maintenant c'est rentré dans les mœurs. Surtout chez Eiffage, j'ai eu un très très bel accueil, quoi. Je suis très très contente, oui, bien sûr. Voilà, quoi, j'ai pu casser le cliché travailleur handicapé, quoi, malgré qu'on se déplace en béquille, malgré mon handicap moteur, quoi. Voilà, j'ai pu travailler, je travaille comme tout le monde. J'ai les mêmes. Je travaille comme tout le monde. Elle est très contente et surtout elle travaille, voilà, Razika nous dit, Razika Damani, donc comme tout le monde, elle a déplacé un peu les clichés. C'est vrai que c'est pas évident au début et c'est pas évident aussi en interne. On se dit, quand vous dites aux autres collaborateurs, il y a une personne peut-être à mobilité réduite ou qui a des troubles qui va venir, comment ça s'est passé? Alors effectivement, Jean-Philippe, tu disais tout à l'heure que ça s'était fait un peu dans la douleur au début parce que l'inconnu fait peur, mais comme toutes les spécificités, tout à chacun. On a chacun nos spécificités, donc il y a le handicap, la culture, le sexe. On peut avoir des a priori sur tout. Donc ça a été compliqué. On s'est dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ce nouveau projet? Et donc finalement, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a commencé il y a 2 ans. On n'en voulait pas, oh là là. Et maintenant, on râle sur le service RH, comme d'habitude, on va dire, parce qu'il n'y a pas assez de CV qui arrivent. Donc en fait, le plus dur, c'est d'ouvrir la porte. Après, en creusant, on trouve aussi des gens plus ou moins moteurs qui connaissent quelqu'un dans leur entourage et ça nous permet aussi de réussir ce projet plus rapidement. Là, ce qui est intéressant avec Razika, c'est que
Alors, on va en parler, je pense qu'on a changé un peu notre façon de faire. On a commencé au départ avec DSI sur une prestation de service. Donc les personnes étaient vraiment recrutées par DSI pour qu'ils nous accompagnent. Donc recrutées et placées finalement chez vous. Effectivement, placées chez nous voilà. Au sein des équipes comme un collaborateur classique. Mais toujours DSI, c'était notre choix parce qu'il faut rester humble sur ce sujet, je pense. On avait besoin d'experts pour nous aider à intégrer tous les types de handicap parce que souvent on se dit personne handicapée, on voit la personne en fauteuil, mais finalement c'est un spectre beaucoup plus large avec des handicaps qu'on ne connaît pas forcément. Donc on avait besoin d'eux, on a toujours besoin. Et là, on commence à atteindre une certaine maturité. Nos managers aussi, qui ont appris à intégrer ces personnes-là comme les autres. Et donc on est en train de changer de façon de faire avec le CDD tremplin. Voilà, donc on était sur des CDD 24 mois qui sont transformés ensuite en CDI et maintenant la personne, Razika en tout cas, est voilà, collaboratrice Eiffage à 100%. En quoi, Jean-Louis, la robotisation aide à l'intégration des personnes en situation de handicap ? Alors, moi, je voudrais rebondir à tout ce qui a été dit en première partie, qui était extrêmement riche. La robotisation, elle est majeure dans le monde du handicap, bien plus qu'ailleurs d'ailleurs. Vous savez qu'on parle de l'usine 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nous sommes au 4.0 et vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on y met de l'IA, il y a de l'automatisation, il faut savoir comment on peut l'utiliser. Quand on l'applique au monde du handicap, ça vient gommer le manque d'efficience. Et ça a été dit plein de fois. On parlait de tâches répétitives, mais on a peut-être oublié de dire tout à l'heure que quand on automatise, on a 100% de résultats. On gomme toute la fatigue, la répétitivité, mais aussi on gomme l'erreur. Et ça, c'est important. Et souvent, la personne handicapée qui est éloignée de l'emploi, qui n'est pas forcément très confiance en elle, qui a besoin d'être initiée à ce travail, et quelquefois, ça prend plus de temps qu'ailleurs. Mais l'automatisation vient évidemment gommer tout ça et accélérer l'intégration. Et je suis ravi qu'on puisse mettre cette 4.0 au service de l'humain, chose qui, quand on n'aborde pas ce sujet, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Et ça marche, hein. En tout cas ça fonctionne, on peut le voir au jour le jour et ses collaborateurs sont aujourd'hui parfaitement intégrés. Oui, avec Jean-Louis, on s'était dit que la mission n'allait pas être aisée parce qu'il a fallu faire face au scepticisme des équipes. Mais après, moi je pense que l'exemple de Razika est la plus belle des récompenses qu'on pouvait avoir parce que c'était d'être capable d'aller jusqu'au CDI chez Eiffage. Et c'était notre mission. L'intégration, c'est quand les gens ils sont chez vous. Voilà. Donc c'est déjà leur ouvrir la porte. Ça, c'est la première étape de l'intégration. La deuxième étape, c'est de les avoir chez nous sur nos CDI. Et Razika le dit, hein, elle a été, au début, c'est difficile. Et puis là, elle est traitée comme tous les autres collaboratrices et collaborateurs. Et on voit qu'on est une société inclusive. Et c'est pour moi une grande fierté. Mission accomplie, là aussi, sur cette fonction d'intégration. Et c'est tant mieux. L'inclusivité, c'est aussi la diversité. Et le bien vivre ensemble, ça compte dans une entreprise. Un grand merci à Pauline Holly. Merci à vous, responsable des ressources humaines chez Eiffage Global Service. On continue, sur les RH. On a vu qu'il y avait une transformation du côté de la finance avec ce fameux ERP. On passe maintenant à la transformation du côté des ressources humaines. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Et pour cette quatrième partie consacrée justement à l'élargissement de la démarche ERP aux ressources humaines, on est ravi d'accueillir Laetitia Rouy. Bonjour Laetitia. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice MOA SIRH, plein d'acronymes chez Eiffage. MOA SIRH, système d'information ressources humaines. Exact. C'est bien ça. Bon, on l'a vu, donc du coup, développement avec un grand succès, en tout cas réussi, de l'ERP Finance, le logiciel Finance, et maintenant le développement d'un ERP ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce projet? Est-ce que c'est justement parce que ça s'est bien passé dans une fonction que c'est distribué maintenant, c'est élargi à la fonction RH? Alors déjà, au Péri, ça a été un gros succès et on s'est dit pourquoi pas l'élargir sur la partie ressources humaines qui est la deuxième colonne vertébrale, on va dire, du groupe, puisque nous sommes de métiers d'hommes et de femmes. Et donc, c'est très important. Un projet qui a commencé en 2015, donc par un appel d'offres, pour pouvoir choisir les outils. Et début du vrai projet en 2017 pour une finalisation en France qui est 2022. Jean-Philippe Faure, vous qui pilotez justement ces projets, vous vous êtes dit finalement finance c'était simple, on va continuer, on va faire RH maintenant?
Alors, finance, ce n'était pas simple. Non, en tout cas, c'était fait. Oui, alors oui, ça a été fait et ça apporte beaucoup. En fait, c'est ça qu'il faut voir. Oui. Il y a l'effort pour avoir un ERP qui fonctionne correctement, et puis après, il y a les bénéfices. Et la direction générale a été convaincue par les bénéfices de la finance et complètement convaincue par les bénéfices que ça peut apporter sur la partie RH. Et la particularité du projet RH, c'est qu'il a été directement conçu pour être international. Ah d'accord, donc pour tout l'ensemble des collaborateurs du groupe, France et international. Exactement. Donc là, on a fini une grosse partie française cette année. On a déployé certains autres pays qui sont l'Espagne, la Belgique, le UK et le Canada. Et on va commencer 2 nouveaux projets en fin d'année pour la Suisse et la Pologne. Alors, racontez-nous, puisqu'on a bien compris à quoi servait la robotisation pour toutes les fonctions comptables, comptabilité. Chez les RH, ça se traduit comment ? Quelles sont finalement les choses qu'on peut, sinon automatiser, qu'on peut dématérialiser ? Alors, la dématérialisation, ça touche tout le monde. Donc, c'est ça qui est important de savoir. La RH, ça ne touche pas uniquement une seule partie de l'entreprise. Ça touche à la fois les RH, évidemment, c'est leurs outils au quotidien, les managers et les collaborateurs. Aujourd'hui, sur certaines on va dire partie des collaborateurs, c'est plus facile d'utiliser son téléphone portable pour poser ses congés plutôt qu'en remplir 2 papiers, 3 papiers, les faire valider. Oui. Donc en quelques clics, vous avez l'habitude, vous avez votre smartphone, vous l'utilisez au quotidien, c'est quand même, on va dire, un peu plus simple. Donc ça, c'est l'exemple le plus que je pense tout le monde reconnaîtra. Il y en a bien d'autres. C'est pareil, il faut pouvoir candidater facilement pour pouvoir embaucher, recruter, mettre en avant toutes nos offres d'emploi. Faut savoir, Eiffage, quand même, c'est plus de 6000 recrutements sur cette année. Donc, c'est des enjeux vraiment métiers. Et donc, le but, c'est de vraiment les aider, aider les RH, aider les managers et aider les collaborateurs pour leur simplifier la vie et répondre aux enjeux business. Ouais, c'est même un avantage comparatif, surtout en ces temps où les métiers, les ressources, c'est tendu de trouver du bon personnel, ça peut aider d'avoir un traitement plus rapide. Christophe, là aussi, la robotisation, les RH, ça monte en gamme, en volume, cette robotisation dans les ressources humaines ? Oui. Il y a un pan. Après, la finance a été ces dernières années, en fait, il y a des enjeux de transformation très forts. RH, transformation RH, alors elle a démarré dans beaucoup de groupes, mais il y a encore beaucoup de choses à faire côté RH. Sur les aspects, pour donner quelques exemples autour de la robotique ou de l'intelligence artificielle, justement en lien avec ce qui était énoncé, aujourd'hui, il y a des outils d'intelligence artificielle qui aident au recrutement, avec des recherches de mots-clés, recherche des candidats spécifiques, etc. Donc, en fait, vous mettez des logiciels qui vont screener l'ensemble du réseau de sites de CV ou même de LinkedIn ou de réseaux sociaux et vont capter directement des ressources sur la base de mots-clés pour les pousser directement au RH. On a aussi beaucoup de robotique chez d'autres clients qui vont aider les services RH sur tout ce qui va être ce qu'on appelle le recrutement des personnes. Vous avez tout un tas d'informations administratives à remplir quand vous intégrez la société, des déclarations pour accéder à des ERP par exemple, des déclarations pour accéder à des sites, pour créer des badges, pour créer des accès, etc. Donc il y a des robots qui tournent, qui facilitent en fait les inscriptions, le recrutement des personnes. On a beaucoup de robots autour des contrôles de la paye. Donc vraiment la robotique rentre dans le domaine RH au même titre que sur la finance pour venir aider à gagner en qualité, en sécurisation de l'information et toujours dans la même logique de retirer les activités à faible valeur ajoutée. Ouais, c'est vrai que la gestion de la paye, c'est un vrai sujet avec l'édition évidemment mensuellement de plusieurs dizaines de milliers, j'imagine, de feuilles de paye dans le groupe. Donc là aussi, qu'est-ce que vous avez vu à court terme au niveau des coûts de fonctionnement, au niveau des erreurs, tout ça s'est amélioré, Jean-Philippe Port ? Ça a été compliqué. C'est derrière nous aujourd'hui. Je pense compliqué, ça veut dire que, je traduis peut-être, vous me dites si je me trompe, il faut investir d'abord, il faut accepter qu'il y ait peut-être un peu de casse au début ou finalement que ça coûte un peu avant de s'y retrouver. Alors, il n'y a pas de casse au début, mais on passe d'un système A à un système B et c'est jamais transparent. Voilà, donc ça prend du temps, il faut expliquer la transition pour qu'on passe de A à B. On traite aujourd'hui 50 000 bulletins de paye par mois, donc c'est extrêmement significatif. Il y a beaucoup d'entrées et sorties, il y a les spécificités du BTP qui sont à prendre en compte et on traite pour 236 sociétés juridiques, donc forcément avec des conventions collectives différentes. Donc l'optimisation ou le fine-tuning, comme on dit, ça prend un petit peu de temps pour que toutes les règles soient très clairement mises en œuvre.
Après, l'avantage que ça a, c'est une fois que ça fonctionne, c'est un vrai paquebot. Voilà, ça fonctionne, ça sort tous les mois. Dès qu'on a une évolution législative qui rentre en vigueur, on la met en place pour tout le monde. Voilà. Après, on a un gain de temps qui est très important, mais au début, il faut accepter d'investir pour atteindre ce niveau-là, qui soit un niveau de performance. Voilà, donc on le voit, Laetitia est ravie, elle est beaucoup plus détendue qu'il y a quelques temps quand vous a tout développé. Plus sérieusement, du coup, c'est aussi pour intégrer, on imagine, parce que Eiffage, bien sûr, est en croissance aussi externe, hein, j'imagine, des boîtes, des sociétés sont rachetées. C'est plus facile aussi quand on a ce genre d'outils pour intégrer des nouvelles sociétés. Lorsqu'on a un seul et même outil, avec des processus qui sont harmonisés et des référentiels qui sont... on va dire les mêmes, oui, c'est beaucoup plus facile, ça fait gagner beaucoup de temps. La partie qui est incompressible reste la conduite du changement. Quand on intègre, il faut qu'on puisse l'expliquer, il faut qu'on puisse se déplacer, aller voir les gens, leur expliquer, leur dire comment ils vont devoir fonctionner. Et parfois, oui, il faut changer les habitudes et ça fait pas forcément plaisir. Mais derrière, une fois qu'ils voient tout ce qu'ils peuvent y gagner, généralement, ça se passe plutôt bien. Là aussi, la conduite du changement, pas évident. Tout le monde veut changer, mais quand ça s'applique à soi-même, c'est pas évident. Et puis finalement, on est content. On reviendrait pas d'ailleurs en arrière ensuite. Non, je pense qu'on reviendra jamais en arrière. Je pense que Laetitia est modeste aussi parce que on l'a fait en France. C'est beaucoup plus difficile de le faire à l'étranger. Là aussi, on a droit à un scepticisme. Pourquoi le français, il vient me dire comment je dois travailler dans les ressources humaines ? Mais parce que quand on est patron du groupe ou patron tête de branche, c'est toujours bien d'avoir la supervision de toutes ces équipes. Voilà. On n'a pas parlé de talent et performance, mais c'est extrêmement important. C'est l'entretien annuel pour tous nos salariés que l'on veut mettre en place. C'est le suivi des hauts potentiels et qu'on pourra l'analyser jusqu'au niveau du groupe. Donc, vous voyez l'avantage que ça a. Demain, il y a un nouveau chantier. On a besoin de trouver les bonnes compétences avec l'outil, avec les processus qui ont été mis en place. On a le moyen d'identifier. Et donc là, forcément, on vient à un groupe beaucoup plus agile, beaucoup plus fort. Bien sûr. Jean-Louis Rémy, je dirais presque encore moins discriminant, puisqu'on laisse la chance à tout le monde, parce que l'automatisation permet ça. Et c'est remarquable, tout ce qui est dit là, j'y souscris totalement. Et ce qu'on n'imagine pas, parce que chaque fois qu'on parle de ça, quand on parle de robotisation, on imagine qu'on vient détruire, et là, on vient construire durablement, et on sort, et on efface toutes les erreurs, enfin le plus possible, qui pourraient être commises, non pas volontairement, mais par omission. Donc je pense que c'est le chemin qu'il faut continuer à emprunter. Très bien, il nous reste quelques minutes. Je vous propose, chers amis, de passer à la conclusion. Des villes et des hommes, conclusion. Un mot de conclusion, on l'a déjà eu avec le mot de Jean-Louis, effectivement, on pourrait penser que cette robotisation, cette automatisation, en tout cas moi c'était le cliché que j'avais, ça détruit l'emploi. Au contraire, on a l'impression que ça l'améliore, que ça peut être inclusif, qu'on en a besoin, qu'on augmente la productivité. Bref, on a tout à y gagner. Jean-Philippe Faure, un petit mot justement des perspectives demain, une fois qu'on a déjà fait ça, le RP, on a dit donc logiciel finance, logiciel RH, est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui pourraient être touchées, qui pourraient être améliorées avec cette robotisation dans l'entreprise ? Oh oui, je pense que la limite, on est loin, très très loin de l'avoir atteinte. On a discuté tout à l'heure avec Antoine et au niveau des outils de reporting, on a aussi devant nous tout ce qui va être ESG, le reporting extra-financier. Là aussi, on va apprendre, on compte en euros aujourd'hui. Demain, on va compter en CO2. Il faut qu'on apprenne à compter en CO2. Il faut qu'on ait des processus qui vont permettre de tracer le CO2. Et là, on travaille avec les équipes d'Antoine pour accompagner les équipes du développement durable dans notre reporting extra-financier. Ça, c'est très important. La data est au cœur de tout. On discutait avec Christophe il y a quelques minutes. L'IA, il va falloir qu'on se lance dans l'IA. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, je pense qu'il faut qu'on donne notre vision d'entreprise pour demain, parce qu'il faut qu'on attire les talents. L'entreprise de demain, c'est une entreprise à taille humaine. On peut être un groupe de 70 000 ou 75 000 collaborateurs et être à taille humaine. C'est pas antinomique. Donc, c'est une entreprise à taille humaine, c'est une entreprise qui est processée, c'est une entreprise technologique pour attirer les compétences. C'est une entreprise qui gère la data, et on parlait de l'importance des référentiels partagés. Oui. Voilà. Et c'est une entreprise inclusive, parce que finalement, c'est ce qui fait du sens. Donc, c'est une entreprise qui donne du sens.
Merci à l'ensemble de nos invités. On en sait un petit peu plus justement sur cette automatisation à visage humain. Un grand merci à Jean-Philippe Faure, le directeur général d'Eiffage Global Service. Merci Jean-Philippe. Christophe Radepont, je rappelle que vous êtes directeur du conseil chez Grant Thornton pour cette mission robot, mais plus encore. Merci Christophe. Jean-Louis Ribes, fondateur de la société DSI, intégration de personnes en situation de handicap. Et merci également à Laetitia Rouy, directrice MOA SIRH chez Eiffage. À très bientôt pour un nouveau numéro de Des villes et des hommes. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.